Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un texte qui traverse les siècles. L'art de la guerre de Sun Tzu. Notre base, c'est une édition française, celle de Jean Lévy. Elle est intéressante parce qu'elle mélange le texte ancien, des commentaires de stratèges chinois historiques et aussi une introduction qui replace vraiment tout ça dans son contexte. On va essayer de comprendre pourquoi ce traité écrit il y a 2500 ans continue de parler aux stratèges, aux décideurs, enfin même au monde des affaires aujourd'hui. Juste une note, la traduction utilise une transcription spécifique, le FEO, qui est jugée plus proche de l'esprit du texte ancien. Absolument. Et l'idée ici, c'est vraiment d'aller chercher l'essence de ce texte. Comprendre ce monde, impitoyable qu'il a vu naître, extraire les grands principes stratégiques et surtout saisir pourquoi ces leçons sur la guerre, mais aussi sur le pouvoir, sur la nature humaine, pourquoi elles résonnent encore si fort. On va essayer d'aller au-delà des interprétations un peu rapides qu'on en fait parfois. Alors justement, plongeons directement dans cette époque assez troublée, la Chine des royaumes combattants, vers le 5e siècle avant notre ère. Ça ressemble à quoi exactement? C'est une période de chaos, de guerre quasi permanente entre différents royaumes qui se battent pour la suprématie. Et cette guerre, elle change de nature. Fini les batailles un peu chevaleresques entre nobles, là on passe aux armées de masse avec des centaines de milliers de paysans mobilisés. Et pour gérer ça, il faut une administration hyper centralisée, une logistique incroyable pour nourrir, équiper ses troupes. Ça transforme tout, l'économie, l'agriculture, toute la société en fait. Et ça change même le statut du paysan. Ce n'est plus juste quelqu'un lié à un seigneur par des liens personnels, ils deviennent ressources anonymes pour l'État, incontribuables, qu'il faut gérer de façon rationnelle pour financer l'effort de guerre. C'est une vision beaucoup plus abstraite, presque comptable de la population, du territoire. Oui, c'est ça. Et ce qui est frappant, c'est ce paradoxe. La société se militarise à fond, tout le monde peut devenir soldat, mais en même temps, la figure du guerrier héroïque, elle perd de sa superbe. Exactement. C'est ça qui est fascinant. Au moment où la guerre devient omniprésente, totale, les qualités guerrières traditionnelles, la bravoure individuelle, la force physique, elles sont dévalorisées. Le soldat devient un pion, un simple pion, interchangeable dans une énorme machine de guerre, dirigée par un seul chef. L'art militaire, la stratégie pure, se distingue de l'art guerrier, de l'exploit personnel. La guerre devient une science froide, calculée. Et ça nous amène à une idée assez surprenante, développée dans l'introduction de notre source, une espèce de féminisation de l'art de la guerre. Ça veut dire ça. Ça peut paraître contre-intuitif, c'est vrai. Mais l'idée, c'est que le général le plus efficace, ce n'est pas forcément le plus agressif, le plus rentre-dedans. Au contraire, il doit savoir adopter des qualités associées au principe yin, traditionnellement vu comme féminin, la souplesse, la discrétion, la patience, l'adaptabilité, voire même la faiblesse apparente. L'intro le dit assez crûment. Il faut parfois savoir passer pour une poule mouillée pour mieux tromper l'adversaire et frapper au bon moment. Mhm. La force brute est jugée moins efficace que la ruse, que la manipulation, que l'intelligence de situation. La guerre devient une affaire trop sérieuse, trop complexe pour les militaires purs et durs. Elle passe sous le contrôle du politique, du stratège qui calcule. La force d'une armée, elle ne réside plus dans la somme des courages individuels, mais dans ce que Sun Tzu appelle le shay, le potentiel de la situation, la dynamique qu'on arrive à créer. C'est un vrai renversement de perspective. Pourtant, malgré toute cette sophistication stratégique, la source insiste beaucoup sur une peur viscérale du combat réel. Oui, une véritable terreur. Contrairement à d'autres cultures guerrières, il n'y a pas vraiment en Chine ancienne une idéologie forte qui glorifie la mort au combat. Le devoir envers la famille, la piété filiale, ça prime souvent sur l'honneur guerrier. Les soldats, ce sont des conscrits, pas des guerméniens, des fanatiques prêts à mourir. D'accord. Les généraux, eux-mêmes, sont pragmatiques. Ils hésitent à risquer une bataille décisive qui serait trop sanglante. Et puis, il y a la réalité des armes, comme l'arbalète, qui était redoutablement efficace, et des tactiques brutales, qui étaient autorisées, comme inonder des villes entières, brûler les récoltes. Personne n'a vraiment envie d'y aller, quoi. Du coup, l'idéal absolu, le sommet de l'art, c'est de gagner sans même avoir à se battre. C'est exactement ça. C'est le sommet de l'art, selon Sun Tzu, chapitre 3. Soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. Préserver l'ennemi pour mieux l'intégrer ensuite, c'est préférable à le détruire. D'où une hiérarchie très claire des actions. D'abord, attaquer les plans de l'adversaire, sa stratégie.
Ensuite, ses alliances. Seulement après, attaquer ses troupes. Et vraiment, en tout dernier recours, attaquer ses villes fortifiées. Les sièges, c'est vu comme un désastre, très coûteux en temps et en vies humaines. Mais la réalité historique était quand même beaucoup plus sombre, non? L'introduction donne des exemples assez terribles. Ah oui, tragiquement. L'introduction rappelle des chiffres. Effroyables. Des batailles comme Maling ou Yaiyang, ça coûte des dizaines de milliers de vies. Un général comme Pai Tsi, on lui attribue des centaines de milliers de têtes coupées au cours de ses campagnes. Et sa victoire parfaite à Changping, où il utilise toutes les ruses de Sun Tzu, espionnage, manœuvre, tout ça, elle s'achève par l'exécution de 450 000 prisonniers. Donc, l'idéal de la victoire propre, sans effusion de sang, ça masque une réalité souvent barbare. L'affrontement direct, au fond, c'est déjà un échec stratégique. Ce qui explique sans doute pourquoi on accorde autant d'importance à la diplomatie, à l'intrigue, à la ruse. Bah oui, c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens, et souvent des moyens moins chers et moins risqués. Dans ce monde des royaumes combattants, c'est un jeu permanent de suspicion, d'alliances qui se font et se défont, de trahisons constantes. On cherche à isoler l'adversaire, à le déstabiliser de l'intérieur avant même de combattre. Et ça se joue aussi beaucoup à l'intérieur des cours princières, j'imagine. Avec les alliances, les mariages. Absolument. Les épouses qui venaient de royaumes étrangers, les ministres ambitieux, même les otages princiers qu'on échangeait en gage d'alliance, tout ce petit monde pouvait servir de relais pour l'espionnage, pour l'influence, pour l'intoxication, pour semer la discorde. C'est un jeu d'échecs extrêmement complexe et dangereux qui se joue sur plusieurs niveaux en même temps. D'accord. Alors, comment Sun Tzu propose-t-il de naviguer dans ce chaos? Quels sont les piliers de sa stratégie? Le premier chapitre, il parle de supputation, de calcul. Qu'est-ce que c'est? Oui, avant même de penser à bouger le moindre pion, il faut évaluer froidement la situation. Sun Tzu identifie 5 facteurs clés à analyser. Premièrement, le Tao. On pourrait traduire ça par la cohésion morale, l'harmonie entre le souverain et son peuple. C'est essentiel pour que les soldats suivent jusqu'au bout, qu'ils partagent le même but. Mhm. Ensuite, Le ciel, le climat, les saisons, le bon moment, le timing. Puis la terre, la topographie, les distances, la nature du terrain, est-ce que c'est facile d'accès, dangereux, etc. Vient ensuite le commandement, les qualités du général lui-même. Il en liste 5. La perspicacité, l'impartialité, l'humanité, la résolution et la sévérité. un sacré programme pour le général. Ah oui. Et enfin, cinquièmement, l'organisation. La structure de l'armée, la discipline, la chaîne de commandement, la logistique. Tout ce qui fait fonctionner la machine. En gros, il faut avoir une vision à 360 degrés avant de commencer quoi que ce soit. Ce n'est pas juste une question de force brute. Exactement. C'est presque une première forme d'analyse SWOT, si on veut faire un parallèle moderne. Il faut comparer ses propres forces et faiblesses avec celles de l'ennemi sur tous ces plans-là. Le but ultime, c'est de savoir si on peut gagner avant même de commencer la bataille. C'est ce qu'il appelle le qui, le calcul, la supputation rationnelle. Et un point qui revient sans cesse, vous l'avez mentionné, c'est le coût exorbitant de la guerre. Ah oui, Sun Tzu est très très clair là-dessus, c'est dans le chapitre 2, il donne même des chiffres, 1000 lingots d'or par jour pour une grosse armée en campagne, c'est absolument ruineux pour l'économie, ça écrase le peuple d'impôts, ça perturbe l'agriculture, sa conclusion est sans appel. Jamais un pays n'a tiré profit d'une guerre prolongée. Donc l'objectif numéro 1, ça doit être la victoire rapide. Et pour obtenir cette victoire rapide, une des clés, c'est de vivre sur l'ennemi, c'est-à-dire prendre ses ressources, ses provisions, pour éviter d'épuiser son propre pays. Il conseille même de bien traiter les prisonniers pour pouvoir les intégrer et renforcer ses propres rangs. C'est une approche très pragmatique, très économique de la guerre finalement. D'accord. Et si on ne peut pas gagner rapidement ou idéalement sans combattre, comment est-ce qu'on fait pencher la balance sur le terrain? C'est là qu'interviennent la manœuvre et la tromperie. Oui, là on est au cœur de l'art tactique de Sun Tzu. Il oppose deux concepts fondamentaux. Le Sheng, qui est l'attaque directe, prévisible, l'approche orthodoxe, disons, et le Ti, qui est l'attaque indirecte, surprenante, l'approche hétérodoxe, extraordinaire. L'idée, c'est de fixer l'ennemi avec le Sheng, de l'occuper avec une attaque attendue, mais de remporter la décision de faire la différence par le Ti.
par la surprise. Comme une feinte au foot, par exemple. On attire la défense d'un côté, Sheng, et on marque de l'autre par une passe inattendue. Si. C'est une bonne analogie, oui. Sun Tzu dit qu'il faut combiner les deux, Sheng et Tzi à l'infini. Il faut pouvoir passer de l'un à l'autre sans cesse. Et ça passe beaucoup par la simulation. Simuler le désordre pour cacher un ordre parfait. Simuler la peur pour masquer le courage. C'est un jeu de dupes permanent, en fait. Tout à fait. Et l'efficacité, elle ne vient pas tant des qualités intrinsèques des soldats, même si ça compte, que de la le potentiel de la situation, la configuration des forces. Il utilise l'image du rocher placé en haut d'une colline. Il a une énergie potentielle énorme, non pas par sa nature, mais par sa position. Le bon général, il crée cette pente stratégique qui rend la victoire presque inévitable, comme le rocher qui dévale la pente. Et pour pouvoir faire ça, il faut aussi être insaisissable soi-même. C'est l'idée du vide et du plein qu'on trouve au chapitre 6. Précisément, le principe fondamental, c'est être sans forme. Hing. Pour pouvoir percevoir la forme de l'ennemi, il faut être comme l'eau. L'eau n'a pas de forme constante, elle s'adapte au terrain, elle épouse les creux, elle est impossible à saisir, à prévoir. Si l'ennemi ne peut pas comprendre votre dispositif, comment peut-il vous attaquer efficacement? Alors que vous, pendant ce temps, Alors que vous, pendant ce temps, vous cherchez ses points faibles, son vide, là où il est vulnérable, pour vous y engouffrer avec toute votre force concentrée. Le général devient ainsi mystérieux, imprévisible, presque divin aux yeux de l'adversaire, car il semble maîtriser son destin. Tout cela demande une capacité d'adaptation constante et, j'imagine, une excellente information, un excellent renseignement. C'est absolument crucial. Le chapitre 8 parle des 9 retournements. Il faut savoir changer ses plans instantanément en fonction des circonstances, ne pas s'obstiner bêtement sur une idée si la situation a évolué. Le chapitre 9, c'est un véritable manuel pour lire les signes sur le terrain. Observer la poussière que soulève l'ennemi, le vol des oiseaux, le comportement de ses soldats, ont-ils l'air affamés, assoiffés, effrayés, désordonnés, pour deviner leurs intentions et leur état moral. Les éclaireurs, la reconnaissance. Fondamental. Et la connaissance intime du terrain, chapitre 10, c'est une aide précieuse. D'où la fameuse phrase « Qui connaît l'autre et se connaît ne sera jamais mis en danger. Qui connaît ciel et terre remportera la victoire complète. » Il faut tout connaître, l'ennemi, soi-même et l'environnement. On arrive vers la fin du traité avec des méthodes plus spécifiques, comme l'attaque par le feu, c'est abordé aussi. Oui, au chapitre 13. C'est très technique d'ailleurs, hein. Il décrit les 5 types de cibles à incendier, les hommes, les vivres, les convois, les arsenaux, les voies de communication, le matériel nécessaire, le bon timing en fonction de la météo, des jours fastes, même des constellations. Mais toujours avec cette idée de prudence, ne pas déclencher une attaque par le feu sous le coup de la colère ou de l'impulsion. Une décision hâtive peut être désastreuse. Et puis le bouquet final, le chapitre 13, entièrement consacré à l'espionnage, un sujet que Sun Tzu juge absolument capital. Oui, c'est presque un plaidoyer, hein. Il martèle que la guerre coûte une fortune en hommes, en matériel, en argent. Alors refuser d'investir une petite somme dans l'espionnage pour obtenir des informations cruciales qui pourraient abréger la guerre, c'est inhumain, dit-il, parce que ça prolonge inutilement les souffrances du peuple. La victoire ne vient pas des esprits ou de la divination, elle vient du renseignement humain concret. Et il va très loin, il propose une véritable typologie des agents secrets. Il y a les agents indigènes, les habitants du pays ennemi qu'on recrute, les agents intérieurs, les fonctionnaires ennemis qu'on corrompt, les agents retournés, les espions ennemis qu'on réussit à faire travailler pour nous, ce sont les plus précieux selon lui, les agents sacrifiés, ceux qu'on envoie délibérément transmettre de fausses informations à l'ennemi, et les agents préservés, ceux qui doivent revenir vivants avec l'information. C'est incroyablement détaillé. Gérer tout ça doit demander une finesse psychologique énorme. Exactement. Sun Tzu insiste, gérer ce réseau demande de l'intelligence, de la bienveillance pour s'assurer la loyauté, de la subtilité, du secret absolu, et les agents doubles, les retournés, sont vraiment la clé de voûte du système. Pourquoi eux en particulier? Parce que ce sont eux qui permettent de recruter les autres types d'agents indigènes et intérieurs, de savoir quelles fausses informations diffusées par les agents sacrifiés et de vérifier les informations rapportées par les agents préservés. L'objectif ultime, c'est d'avoir une connaissance parfaite de l'adversaire, qui est son général en chef, qui sont ses proches conseillers, ses gardes du corps, ses aides de camp, pour pouvoir frapper juste et au bon moment.
que ce soit pour lancer une attaque militaire, pour assiéger une place forte, ou même, dit Sun Tzu, pour assassiner le chef ennemi. Des exemples historiques célèbres, comme la bataille de la Falaise Rouge, illustreraient l'efficacité redoutable de ces techniques d'intoxication et d'espionnage. Tout cela nous laisse une image assez complexe et parfois un peu dérangeante de la stratégie, il faut bien le dire. Quelle est l'influence durable de ce texte finalement? Pourquoi fascine-t-il encore autant? Elle est immense, cette influence, et elle est paradoxale. On le cite dans les écoles de commerce, en politique, en management sportif, alors que c'est un texte né d'une violence et d'une époque absolument brutale. Peut-être parce qu'il offre une sorte de modèle abstrait de la rationalité stratégique, une promesse qu'on peut maîtriser le chaos par l'intelligence, le calcul, la planification. L'introduction de notre source d'ailleurs suggère qu'il y a une tension permanente entre cette théorie très élégante, presque taoïste dans son idéal d'agir sans agir, comme l'eau, et la brutalité bien réelle des guerres de l'époque, et peut-être de toutes les époques. Donc au final, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans l'art de la guerre? C'est quoi le message essentiel? Je crois qu'on retient bien plus que des simples recettes militaires. C'est une méditation assez profonde sur le pouvoir, sur la psychologie humaine face au conflit, sur l'importance vitale de l'information, savoir avant d'agir, et sur l'art subtil, parfois ambigu de l'influence. C'est une pensée qui mélange un pragmatisme extrême, parfois glaçant, et une forme de philosophie. Et ça nous laisse peut-être avec cette question, pour conclure. Ces stratégies de la ruse, de la connaissance de l'autre, de la manipulation psychologique qui ont été élaborées il y a si longtemps dans un contexte de guerre totale entre États, comment est-ce qu'elles résonnent aujourd'hui? Comment les transposer, ou peut-être surtout comment ne pas les transposer dans notre monde actuel, où se situe la frontière parfois ténue entre l'intelligence stratégique légitime et la manipulation cynique à l'heure des réseaux sociaux, de la cyberguerre, des négociations globales complexes. C'est une réflexion qui reste largement ouverte, je crois. Fin de notre analyse. Merci de nous avoir écoutés.